Pour l'instant, dans ce grand 3, on a parlé de fonctions développables en série entière. On a vu que si une fonction était développable en série entière, alors elle était de classe C infinie, elle était égale à sa série de Taylor. Mais on a vu que malheureusement, toute fonction de classe C infinie, quand bien même la série de Taylor ait un rayon de convergence strictement positif, n'était pas forcément développable en série entière. Pourtant, on aimerait bien avoir quelques fonctions usuelles qui sont développables en série entière. Pourquoi? Parce qu'on a vu aussi que les fonctions développables en série entière étaient stables par somme, par produit, par primitivation et par dérivation. Et donc si une fonction qu'on a sous une forme, je dis n'importe quoi, la fonction qui a x donne x fois cosinus x moins exponentielle x, bah, si je l'écris comme produit et somme de fonctions usuelles, si jamais ces fonctions usuelles étaient développables en série entière, bah, la fonction initiale le serait aussi. Et donc, c'est l'objet de cette proposition, c'est les développements usuels à connaître. Alors, je ne les détaille pas tous, il y a ceux de l'exponentielle, du cosinus hyperbolique, du sinus hyperbolique, du cosinus, du sinus, de 1 sur 1 moins x, de log de 1 plus x, d'arctangente, et de 1 plus x puissance alpha. Juste quelques remarques, c'est que tous ces développements en série entière, à apprendre, ils ne sont pas très compliqués dans la mesure où toutes les formes qu'on voit apparaître, comme si une fonction développable en série entière est égale à sa série de Taylor, et que la série de Taylor, vous les avez appris quand vous avez appris par exemple vos développements limités l'année dernière, donc il n'y a pas de nouvelle formule à apprendre. Si ce n'est cette formule-là qui est le point 9, qui est le 1 plus x puissance alpha, que j'écris comme la somme de n égale 0 à plus l'infini de n parmi alpha x puissance n. Alors le n parmi alpha, c'est une notation que vous connaissez évidemment, le coefficient binomial quand alpha est un antinaturel, mais qu'on va définir pour alpha quelconque, en disant que c'est alpha fois alpha moins 1 fois alpha moins 2 fois etc. jusqu'à alpha moins n plus 1 sur factoriel n. Ce qui est cohérent avec le fait que si alpha est un antinaturel, ça fait bien factoriel alpha sur factoriel alpha moins n. Mais pour alpha qui n'est pas un antinaturel, on l'écrit comme ceci. Alors, en guise de remarque avant de démontrer cela, on va le démontrer en plusieurs étapes, on pourrait vérifier que toutes les séries mises en jeu au 1, 2, 3, 4, 5 ont un rayon de convergence égal à plus l'infini, puisque j'écris en fait des développements en série entière pour tout x dans R, et que celles du 6, 7, 8, 9 ont un rayon de convergence de 1, sauf pour le 9, où là j'ai écrit l'égalité sur moins 1, 1, mais si alpha est dans grand N, on a affaire simplement au binôme de Newton, qu'on développe, et en fait c'est un développement polynomial, puisque le n parmi alpha, si n est plus grand que alpha strictement, est nul, donc au lieu d'avoir une somme de série, j'ai une somme finie, donc j'ai un développement qui est polynomial avec un convergence infini, mais sinon les intervalles sur lesquels je les ai donnés, donc les intervalles ouverts moins 1, 1, ou R entier, sont les intervalles ouverts les plus grands sur lesquels les égalités sont vraies. Donc on aurait pu vérifier qu'on a un rayon de convergence qui vaut plus l'infini là, et 1 ici, sauf dans le cas alpha, qui est dans le grand N, ou auquel cas on aurait un rayon de convergence qui aurait plus l'infini. Mais en gros, on a donné les développements en série entière sur des intervalles optimaux. Alors, je vais démontrer dans un premier temps les trois premiers points, puisque le point 2 et 3 se déduit du point sur la fonction exponentielle, qu'on va démontrer grâce à la formule de Taylor avec reste intégral. Pourquoi? Parce que la fonction exponentielle, elle est de classe C infinie sur R, et une de ses propriétés fondamentales, c'est que sa dérivée, c'est elle-même. Et donc, dans la formule de Taylor reste intégrale, où j'ai les dérivées successives de l'exponentielle, bah, ça va devenir très simple. J'applique la formule de Taylor reste intégrale entre 0 et x. Et j'obtiens donc que pour tout x réel, exponentielle x, c'est la somme des exponentielles en 0 sur factoriel k, x moins 0 puissance k. Exponentielle de 0 fait 1, donc j'ai la somme des x puissance k sur k, de k égale 0 à n, plus le reste intégral, qui s'écrit l'intégrale entre 0 et x de x moins t puissance n sur factoriel n, exponentielle t dt. Et donc, l'objectif est de montrer que exponentielle x, c'est la somme de k égale 0 à plus l'infini qui est là. Autrement dit, il faut que je démontre que cette somme partielle tend quand grand N tend à l'infini vers exponentielle x. Et donc il s'agirait de montrer que le reste intégral tend vers 0 quand n tend à l'infini. Puisque si le reste intégral tend vers 0, eh bien ça me dira que la différence entre exponentielle x et cette somme partielle tend vers 0, ce qui permettra de conclure. Donc j'encadre plutôt la valeur absolue de la différence entre exponentielle x et cette somme partielle. Donc la valeur absolue elle est positive, comme cette différence est égale au reste intégral, donc ça vaut la valeur absolue du reste intégral. Et là, j'ai utilisé des inégalités sur les intégrales. En me disant que si t est entre 0 et x, la valeur absolue de x moins t est plus petit que valeur absolue de x. Donc l'intégrande, le exponentiel t est entre 0 et x. Alors le x, on ne sait pas s'il est positif ou négatif, mais toujours est-il que exponentiel t, comme t est plus petit que valeur absolue de x, eh bien, que x soit positif ou négatif, comme t est plus petit que valeur absolue de x, par croissance de l'exponentielle, c'est plus petit que exponentielle de valeur absolue de x. Donc l'intégrande est plus petite que valeur absolue de x puissance n sur factoriel n fois exponentielle de valeur absolue de x, et l'intégrale
a une largeur de valeur absolue de x, donc par inégalité sur les intégrales, cette valeur absolue d'intégrale est plus petite que exponentielle de valeur absolue de x, valeur absolue de x puissance n plus 1 sur factoriel n. Et par croissance comparée, quand bien même cette quantité-là tendrait vers plus l'infini, le factoriel l'emporte sur une puissance de n, et donc cette quantité-là tend vers 0. Donc par théorème des gendarmes, cette quantité-là tend vers 0 quand n tend à l'infini, ce qui me donne bien que la somme partielle tend vers exponentielle x. Et dire que la somme partielle tend vers exponentielle x, ça veut bien dire que la somme de la série fait exponentielle x. Et j'ai démontré le point numéro 1, à savoir que la fonction exponentielle est développable en série entière sur R tout entier. Pour le cosinus hyperbolique et pour le sinus hyperbolique, on va procéder de la même façon en utilisant des sommes de séries entières. Alors, par définition, le cosinus hyperbolique, c'est exponentielle x plus exponentielle de moins x sur 2. Je développe en série entière exponentielle x en disant que pour tout x, exponentielle x, c'est la somme de k égale 0 à plus l'infini de x puissance k sur factoriel k. Et pour exponentielle de moins x, alors là j'ai une composée, mais il n'y a pas de résultat sur les composés de fonctions développables en série entière, mais exponentielle de moins x, il suffit d'appliquer le développement en série entière de exponentielle u en remplaçant u par moins x. Et donc, comme pour tout u, exponentielle u, ça fait la somme de k égale 0 à plus l'infini de u puissance k sur factoriel k, si je remplace u par moins x, cette quantité-là fait bien la somme des moins x à la puissance k sur factoriel k, ce qui fait la somme des moins 1 puissance k, x puissance k sur factoriel k. Donc là, c'est pas vraiment une composition, mais simplement en remplaçant le x par moins x, on obtient que exponentielle de moins x est développable en série entière sur R, avec le développement en série entière qui vaut la somme de k égale 0 à plus l'infini des moins 1 puissance k, x puissance k sur factoriel k. Et là, j'ai deux sommes de série entière que je peux rassembler. En plus, le rayon de convergence vaut plus l'infini dans les deux cas. Donc on obtient que CHx s'écrit 1 plus moins 1 puissance k sur 2, x puissance k sur factoriel k. Sauf que 1 plus moins 1 puissance k sur 2, quand k est pair, ça fait 1 plus 1 sur 2, ça fait 1. Et quand k est impair, ça fait 1 moins 1 sur 2, ça fait 0. Donc ne reste plus que la somme sur les indices pairs des x puissance l'indice sur factoriel l'indice, qui fait la somme de n égale 0 à plus l'infini de x puissance 2n sur factoriel 2n. De la même manière pour le sinus hyperbolique de x c'est exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2. Donc j'ai exactement les mêmes calculs mais avec un moins ici. Sauf que 1 moins moins 1 puissance k sur 2, bah quand k est pair ça fait 1 moins 1 sur 2, ça fait 0. Et quand k est impair ça fait 1 moins 1, donc ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Et donc on obtient que cette somme-là, il ne reste que les termes d'ordre impair, les autres valent 0, ce qui fait la somme sur les indices impairs de x puissance l'indice sur factoriel de l'indice, qui fait bien la somme de n égale 0 à plus infini de x puissance 2n plus 1 sur factoriel 2n plus 1. Et j'ai donc bien démontré la développabilité en série entière sur R tout entier, donc avec un rayon de convergence de plus l'infini, pour la fonction exponentielle, la fonction cosinus hyperbolique et la fonction sinus hyperbolique.